Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sens Public, des débats, des experts, des reportages. C'est le cocktail que je vous propose tous les soirs à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 9 novembre. La France est-elle prête à une guerre à l'ukrainienne de haute intensité? Emmanuel Macron a reconnu aujourd'hui à Toulon qu'il fallait repenser le modèle futur de notre armée. Quel budget, quelle place pour la cyberdéfense, quelle puissance et quelles responsabilités européennes l'arme nucléaire nous donne-t-elle? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis pour notre second débat, vous le savez, volontairement décalé de l'actualité du jour, on verra comment protéger nos enfants des images pornographiques sur Internet. Le gouvernement envisage de conditionner l'accès aux films à la possession d'une carte bancaire. Entre la protection de la vie privée et celle des mineurs, la secrétaire d'État à l'enfance a choisi. Moi, là-dessus, j'ai un problème de valeur entre la santé mentale, l'évolution psychologique de nos enfants, entre les faits d'infractions sexuelles qui sont parfois provoqués par ces images par nos enfants, et entre la liberté d'aller sur des sites pornographiques et la vie privée des adultes. Mon choix est tout fait. La protection des enfants prévaut sur ça. Quels sont les moyens déjà existants pour dissuader les mineurs? Pourquoi la justice n'a-t-elle pas encore sanctionné les sites porno qui ne respectent pas la loi? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord donc le président de la République, chef des armées qui tire les leçons de la guerre en Ukraine. Son discours résumé par Jérôme Rabier. Faire le bilan de nos armées et tenter de dessiner le futur de la défense. Un exercice auquel Emmanuel Macron s'est plié aujourd'hui depuis la rade de Toulon. Le président de la République a rappelé que la France avait une des rares armées à pouvoir se déployer rapidement dans le monde, mais qu'il fallait désormais mieux cibler les missions comme leur durée, actant la fin de la mission au Sahel dans sa dimension actuelle. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron a également insisté sur un des marqueurs de l'armée française, sa force de dissuasion nucléaire. Une sécurité pour les intérêts stratégiques du pays, mais aussi de toute l'Europe. Côté projection dans l'avenir, le chef de l'État et des armées a insisté sur les évolutions nécessaires, avec un fort accent sur la cyberdéfense, mais aussi sur la guerre de l'information face aux puissances russes et chinoises notamment. Nous ne serons pas les spectateurs patients de cette évolution. Nous devrons savoir la détecter sans délai, l'entraver et à notre tour, mais à la manière d'une démocratie, la devancer, en user à notre profit dans les champs numériques et physiques. Convaincre fait partie, clairement, des exigences stratégiques. Un discours sans grande annonce, le président rappelant que c'est au Parlement qu'il convient de concrétiser ses orientations en matière budgétaire. Pour la droite sénatoriale, il faudra clairement faire un nouvel effort. L'armée française n'a pas aujourd'hui ni la dimension, ni les périmètres, ni le budget, ni les moyens de se projeter, de faire une vraie guerre. Donc c'est ça aussi, sur la guerre conventionnelle, la question. Les sénateurs partagent en revanche la nécessité de se préparer sur tous les terrains. Donc les formes d'armement, les formes également d'engagement, la question de la réserve, le rapport avec la nation, tout ça sont des questions qui seront posées. Et donc le président a fait un discours très bien, dont acte. Nous allons maintenant travailler concrètement sur cet essai de nouvelle loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire qui arrivera en début d'année prochaine au Parlement et qui fixera la trajectoire budgétaire en matière de défense jusqu'en 2030. Voilà, et pour débattre de l'avenir de notre défense, de notre stratégie de défense, Gérard Longuet est à nos côtés. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ancien ministre de la Défense, sénateur LR de la Meuse. Le général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Christine Dugouin-Clément, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheuse associée chez RISC à l'Institut d'administration des entreprises et Panthéon-Sorbonne Paris 1 et chercheuse au Centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, à mes côtés comme chaque mercredi et chaque lundi. Bonsoir Mathieu. Gérard Longuet, peut-être un avis un peu général sur le discours du président de la République. Est-ce qu'il donne avec ce discours un nouveau cap stratégique à notre défense? Pour être honnête, il est dans son rôle. Président de la République et le chef des armées. C'est le cas d'ailleurs sous la 4e et la 3e, ce qu'on oublie. Il souhaite poser le débat public. Nous savons que nous avons une loi de programmation à préparer pour au fond l'été prochain.
Et il marque un certain nombre d'idées, mais je partage le point de vue de votre journaliste. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Et il y a l'affichage d'une sorte de multiplication des objectifs qui ne traitent pas de la question essentielle, quelle est notre place dans l'OTAN et quelle est la défense européenne que souhaite le président de la République et qui lui paraît possible. Ouais. Effectivement, est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, pardon, c'est un peu trivial, mais courir tous ces lièvres à la fois? Beaucoup de lièvres à courir. Oui, effectivement. Général Trinquant, de toute façon, la guerre en Ukraine, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur ce plateau, mais il faut le redire en ouverture de ce débat. Elle nous oblige à revoir notre stratégie. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une revue stratégique qui est en cours, dont le président a parlé de quelques éléments, mais pas de la revue stratégique globalement, qui doit être rendue pour la fin du mois de décembre, donc ça ne devrait pas tarder. Donc effectivement, il faut en tirer un certain nombre d'enseignements. Dans le discours du président, il y a 2 points qui apparaissent clairement, je dirais même plutôt 3. Bien sûr, la dissuasion nucléaire, qui est le fondement de la défense, en particulier des intérêts vitaux de la France, mais aussi le problème du cyber et de l'influence. L'influence, c'est nouveau. On n'en parlait pas beaucoup. Et là, on en parle. C'est notre expérience un peu malheureuse, il faut le dire, en Afrique, qui nous amène, qui nous conduit à parler de cette influence. Expérience malheureuse en Afrique, mais qu'on lie aujourd'hui à ce qui se passe en Ukraine, en fait, puisque c'est le même adversaire, si j'ose dire, qui se présente aussi bien sur le territoire africain qu'en Ukraine. Oui, c'est-à-dire c'est la Russie via la milice Wagner qui sape l'image de la France, si je caricature un petit peu, mais non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, donc, il faut savoir y répondre. Il faut savoir y répondre, il faut savoir même construire le discours avant d'être attaqué. Ouais. Et j'avoue que je trouve que sur ce plan-là, on a beaucoup tardé et on a été beaucoup trop réactif et passé offensif dans ce domaine-là. Christine Hougoin-Clément, est-ce que c'est on a bien compris que c'est une amorce, mais est-ce que c'est un profond changement de stratégie qui est quand même en train de s'opérer là, sous nos yeux, pour la France? Alors, il y a plusieurs choses. Si on parle du côté cyber et informationnel, puisqu'en règle générale, on lie un petit peu les deux, dans la mesure où les opérations informationnelles peuvent utiliser des moyens dématérialisés multiples. Alors, il y a les canaux, il y a les réseaux sociaux. Mais tout cela, c'est des choses qui sont quand même envisagées depuis au moins 2017, qui est la période de la création du ComCyber, et qui ont été aussi, alors, de manière progressive et plus... alors, si ce n'est timide, au moins en rentrant dans une approche de se vouloir défensif et non offensif par différents textes. Donc, on avait la lutte informatique défensive, la lutte informatique offensive que l'on a mis ensuite en place et surtout, fin 2021, eh bien, la L2I, la lutte informatique d'influence qui avait été déployée. Donc, on avait déjà ce travail-là. Il y avait déjà ces outils, l'idée c'est de les faire monter en puissance. Et c'est notamment de les faire monter en puissance. La prise de conscience, alors on l'a eu effectivement avec ce qui s'est passé notamment en Afrique de l'Ouest, avec des reprises orchestré par la Russie, qui a en règle générale plus tendance à être opportuniste et à utiliser des conflits, des contextes perturbés, qu'à créer des dialectiques. Mais il y avait au préalable ce qu'on a pu observer pendant la crise du Covid, où là, la Russie n'était pas le seul acteur. Rappelons que la Chine a beaucoup travaillé sur des méthodes de désinformation. Et même encore avant ça, une des premières prises de conscience ont été les opérations d'ingérence dans les élections présidentielles, notamment de 2016. Oui, on y reviendra évidemment sur cet aspect cyber. Gérard Longuet, quand on dit attention à ne pas courir tous les lièvres à la fois, c'est quoi? C'est une question de moyens. Il y a quoi? Il y a 40 000 hommes aujourd'hui dans l'armée française, c'est ça? Non, heureusement, il y en a plus. C'est combien? Sur l'armée de terre, on doit être à peu près 100 000 et 300 000 au total, si vous rajoutez la DGA. Non, ça ne suffit pas? C'est pas le problème. Le problème, c'est quel est votre adversaire et quelle est votre politique. Et il est évident que nous avons pu avoir une armée de qualité parce que nous avions fait le choix d'une force d'entrée sur le champ d'opération en premier, ce qui est en effet une particularité française, mais sur des champs qui sont relativement restreints. Disons que notre capacité de projection, le contrat, c'est 20 000 hommes en permanence à l'extérieur, compte tenu du fait qu'il faut que les autres se reposent, se préparent, se forment, et que par ailleurs, il y a des missions constantes. À un moment, je me dis, tiens, il y a une réflexion lorsque le président de la République avait dit d'une façon un peu sauvage, un peu cruelle, l'OTAN est en état de mort cérébrale.
on s'est rendu compte que si l'OTAN ne s'est pas réveillée, les conflits, eux, se sont réveillés. Et les pays qui sont membres de l'OTAN, comme par exemple les 3 pays baltes et la Pologne, et ceux qui ne le sont pas, c'est évidemment le cas de l'Ukraine, ont été confrontés au caractère tragique de l'histoire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que tout ce petit monde se réfugie sous l'aile américaine, qui, soyons honnêtes, pour l'Ukraine, porte l'essentiel de l'effort d'aide. Et donc, moi, j'attendais, c'est là où je suis un peu frustré, j'attendais du président de la République qu'il nous dise « Ok, l'Afrique, on ne fait pas tout et n'importe quoi tout le temps ». Vous vous souvenez de François Hollande à Bamako, le plus beau jour de ma vie? Oui, d'accord, mais une opération militaire qui n'a pas de projet politique, elle n'a pas de sens. Si on ne sait pas avec qui et pour qui on fait la guerre, on peut la faire, mais on n'a pas de solution. Or, les soldats sont là pour détruire des forces adverses au service d'un projet politique qui doit être défini. Il ne l'a pas été. On revient sur l'Europe. Est-ce qu'il y a un projet politique européen? Manifestement, les pays européens exposés ont fait le choix d'une sécurité atlantiste. Ouais. La force de la capacité de projection en hommes, Gérard Longuet disait 20 000, ça peut être un peu plus, on est dans ces... Non, alors je crois que... de présence permanente. Oui, vous avez raison de souligner, le problème c'est pas tellement de voir 20 000, 30 000, 40 000, c'est de voir comment sont utilisées ces forces-là. Ouais. C'est vrai que, d'abord, regardons d'où nous venons. Pendant 15 ans, les budgets de la défense ont été en dégringolade complète. Oui, depuis 5 ans. Les dividendes de la paix. Oui, exactement, les dividendes de la paix. Et les armées ont cherché à préserver leur capacité effectivement d'entrer en Poitiers, donc d'avoir un échantillonnage. Ensuite, les opérations ont été essentiellement au Sahel. Guerre asymétrique, pas besoin de rappeler que les djihadistes n'ont pas d'armes aériennes, par exemple, donc la défense aérienne ne comptait pas. Mais depuis 5 ans, le budget est remonté, mais pour réparer une armée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La guerre qu'on croyait impossible en Europe, depuis le 24 février, revient en Europe. Et dans ce cadre-là, et le rappel de la mort cérébrale de l'OTAN, qui était juste à ce moment-là, je rappelle, c'était juste avant la catastrophe de Kaboul, et donc on disait, ça y est, là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN ressuscite. Merci Monsieur Poutine. C'est Monsieur Poutine qui ressuscite l'OTAN. Et tous les pays de l'Est européen, globalement, qui se trouvent confrontés à cette menace, disent « allons dans le temps ». Et donc la France, qui prônait beaucoup la défense de l'Europe par d'autres moyens, mais se rallie naturellement au point moyen de tous les Européens. Faisons ça dans l'OTAN. Si un jour les Américains venaient à être moins offensifs qu'ils ne le sont aujourd'hui, pensons à l'époque de M. Trump, eh bien au moins on aura construit des outils qui pourraient être utilisés par les Européens. Mais aujourd'hui, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut remonter rapidement, ça va être l'objet de la loi de programmation, pour arriver à un niveau de combat qu'on croyait avoir oublié. Oui, effectivement. Alors, quand on commente comme ça une journée où Emmanuel Macron s'adresse aux militaires, forcément, Mathieu, on se pose la question de ces relations avec nos armées. Ça n'a pas forcément très bien commencé. Non. Elle est contrastée, pour ne pas dire compliquée, cette relation. Et vous le disiez, Thomas, elle a mal commencé avec la crise ouverte, tout le monde s'en souvient. Dès juillet 2017, par les propos du chef d'état-major de l'époque, le général Pierre de Villiers, sur le budget des armées. Alors Emmanuel Macron a été piqué au vif, il avait dit « je suis votre chef » aux militaires la veille du défilé. Il avait dit ensuite, quelques jours plus tard, si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major des armées change. Bref, ça avait occasionné évidemment provoquer la démission de Pierre de Villiers. Sur le fond, la réaction paraissait plutôt logique. Sur la forme, en revanche, elle a froissé quand même bon nombre de militaires. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron n'a pas de lien particulier avec les armées. Il n'a pas servi sous le drapeau, il n'a pas fait son service militaire. On ne va pas lui reprocher, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Et puis le service militaire a été supprimé. Mais tout ça, contrairement à ses prédécesseurs. Alors depuis, il a réveillonné avec les soldats chaque année. Il a essayé de tisser un lien. Mais on voit bien que même s'il endosse ce costume de chef des armées, il reste parfois quelques incompréhensions, quelques quiproquos. Il y en a eu un qui a été
assez fort, alors vraisemblablement instrumentalisé, mais c'était, vous vous souvenez, en avril 2021, avec une fameuse lettre de généraux ou de généraux en retraite publiée par le magazine Valeurs Actuelles, suivie d'une tribune de militaires. Ça l'avait agacé au plus haut point Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, il avait répondu par une image, il s'était mis en cercle lors de la cérémonie du 8 mai, du 8 mai avec ses chefs d'état-major pour montrer en gros qu'il y a une forme de cohésion. Au fond, en discutant avec les militaires, il est respecté, Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est aimé. Oui. Et alors, le général Trinquant en parlait, il y a la question du budget, le budget de la défense, il a augmenté depuis quelques années. En politique, on dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et là, pour le coup, il y en a eu des preuves d'amour. Dans 2023, le budget de la défense, il a augmenté pour la 6e année consécutive, le général Trinquant le rappelait. En gros, depuis 2017, ça a permis de faire passer les crédits des armées de 32,3 milliards à 43,9, et ça va encore augmenter. Pourquoi ? Alors, pourquoi c'est inédit ? C'est doublement inédit. D'abord par les montants engagés, et puis ensuite par le respect de la parole donnée. Assez souvent, l'État ou Bercy disait on augmente et puis finalement on rogne. Et là, les engagements ont été tenus. D'ailleurs, ça a fait l'objet, vous le rappeliez, d'une loi de programmation militaire qui s'appelait précisément réparer et moderniser les armées. Alors on verra comment s'appelle la prochaine, qui est en préparation pour toute la période 2024-2030, si je ne m'abuse. Et donc cette question budgétaire, ça a permis évidemment d'arrondir les angles. Cette parole tenue, elle est aujourd'hui reconnue par les militaires, mais depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on en parlait, ceux-ci redoutent que ça ne suffise plus. Et puis en face, il y a quand même Olaf Scholz qui a mis 100 milliards, lui, carrément sur la table pour les armées allemandes, même si, il faut le dire ici, à la fois les périmètres et les capacités des forces de défense allemandes ne sont pas comparables avec celles de leurs homologues français. Mais voilà, Emmanuel Macron est porté par une conviction personnelle qu'il avait mise d'ailleurs dans son ouvrage programmatique en 2017, c'est que l'armée doit faire son boulot. Il disait, l'armée n'est pas la modalité naturelle d'encadrement de la jeunesse, par exemple. C'est pas non plus une force de maintien de l'ordre sur le territoire. Sa finalité, c'est le combat. Voilà, on y est, avec des menaces de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses que par le passé. Et là encore, pour se faire sinon aimer, au moins respecter, Emmanuel Macron va devoir sortir le chéquier. Alors, deux réactions, vous vouliez l'un et l'autre réagir pendant la chronique de Mathieu. Peut-être, Dominique Trinquant, c'était si grave que ça, l'éviction du chef d'état-major des armées ? Absolument pas. Je rappelle que le général de Villiers devait partir à la retraite, qu'il avait été prolongé, qu'il a eu ce différend à propos d'un budget où, permettez-moi de le dire, et je lui ai dit personnellement, il s'est trompé. La preuve, le budget est arrivé après. Il n'a pas bien apprécié. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs que Emmanuel Macron s'est engagé à faire progresser ce budget, mais que pour l'année 2017-2018, en tout cas... Non, en fin d'année, les finances étaient là. Donc Pierre de Villiers s'était trompé. Bon, c'est une appréciation qu'il a eue. Il a décidé de partir. Alors maintenant, je suis d'accord, sur la forme, il y a eu un problème, pas sur le fond. Et c'était le début du quinquennat, rappelons-le. Donc, il y a eu ces bisbilles au départ, mais c'est vrai, les preuves d'amour sont là, vous faites bien de le souligner. Et aujourd'hui, les militaires reconnaissent que non seulement le budget est là, mais comme vous le dites, la LPM est respectée. C'est la première fois depuis... Donc la loi de programmation militaire. Ouais, la loi de programmation militaire, est respectée. Et ça, c'est extraordinaire. L'année prochaine, c'est une augmentation de 3 milliards. Ouais. C'est ce qui était prévu. Et c'est ce qui va être appliqué. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais effectivement, il n'y a eu que réparation. On venait de loin. Et maintenant, il faut il faut enclencher quelque chose d'autre. Alors, puisqu'on parle budget, tiens, on va entendre justement le général Pierre de Villiers. Il était sur BFM TV ce matin. Et malgré les annonces, notamment les 3 milliards d'euros annoncés, il dit que le compte n'y est pas. En 14, aucun des dirigeants ne voulait la guerre. On l'a eu. En 39 non plus. Aujourd'hui, on est dans une situation d'une instabilité mondiale grandissante. Il faut en prendre conscience et mettre les moyens. Vous savez, quand il y a eu la pandémie, on a mis des centaines de milliards. Quand il y a le bouclier carburant, on met des dizaines de milliards. Et là, on met 3 milliards. Je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Alors justement, ces chiffres, on va y revenir tout de suite en détail avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin. Donc le budget des armées 2023 présenté avec ce chiffre 3 milliards d'euros de hausse. Oui, c'est ça, on va le voir s'afficher ce chiffre pour le budget 2023 et cette hausse de 3 milliards en 2023 par rapport à 2022, soit une hausse de 6%, vous le voyez, des crédits. Au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on se souvient des tensions que vous évoquiez, notamment avec les sénateurs aussi de la commission sur cette question de la dotation des budgets des armées. Mais depuis 5 ans, on voit le budget qui augmente. Il est passé de 32,3 milliards d'euros en 2019 à 43,9 milliards d'euros
en 2023. Le ministre Lecornu, qui était auditionné au Sénat il y a quelques jours, qui a rappelé que les budgets augmentaient face aux nouvelles tensions sur la scène internationale et que de nombreux pays suivaient cette même dynamique, mais que la France avait anticipé dès la loi de programmation militaire de 2019-2025, dont on termine maintenant effectivement 2025 la date, la promesse atteindre les 50 milliards d'euros de budget annuel en 2025, soit 2% du PIB. C'est ce que réclamait d'ailleurs l'OTAN, et c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat. Seul obstacle qui touche tous les pans de l'économie, et donc y compris les armées. Écoutez le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. L'inflation, c'est un défi qui s'impose à nous. Je ne sais plus quel parlementaire a dit carte sur table, je crois que c'est le sénateur Delège. Oui, je pense qu'il ne faut pas raconter d'histoire. On a une marche à 3 milliards, et plus que bienvenue, on n'y revient pas. Et que globalement, l'estimation de l'inflation au moment où on se parle, le problème de l'inflation, c'est qu'on en parle au moment où on se situe, c'est globalement un effet d'1 milliard. Bon. Alors on l'a dit, le gouvernement travaille sur la prochaine loi de programmation militaire 2024-2030. Mais alors si on rentre un peu dans le détail de ce budget 2023, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, il met beaucoup l'accent sur la question des munitions. C'est ce qu'on a retenu de l'audition qu'on vient d'entendre, dont je viens d'entendre un extrait. C'était un point d'inquiétude important pour les sénateurs qu'il avait pointé du doigt. Christian Cambon, le président de la Commission de la Défense et des Forces armées, avait donné l'alerte sur ce point. C'était pour lui l'urgence. Plus de munitions, plus de missiles. Plus de munitions, plus de missiles. Sur ce sujet, Sébastien Lecornu a tenté d'apaiser les inquiétudes lors de son audition. On écoute un deuxième extrait. Les munitions, vous disais-je, c'est 2 milliards d'euros que nous proposons dans cette copie pour 2023, c'est-à-dire 500 millions d'euros de plus que sur l'année 2022. C'est clé, ça veut dire 60% de crédit en plus par rapport à 2019. Alors, les millions et les milliards ne veulent pas dire grand-chose. Si on le dit autrement, c'est commande de 200 missiles de moyenne portée, c'est commande de 100 missiles SAMP-T, qui par ailleurs font l'objet d'une actualité, livraison de 100 missiles RR Mika, bref, une liste importante, mais qui vient donner du concret sur notre capacité à remonter en puissance sur nos stocks de munitions. Voilà, ça a vraiment occupé une partie importante de l'audition, cette question des munitions. Christian Cambon, le président de cette commission au Sénat, a donné une image. En un après-midi, les Russes ont pu tirer l'équivalent de ce que les Français tirent en un an d'entraînement en termes de munitions. Et en temps de guerre, nous pourrions manquer de munitions en bout de 15 jours. Merci Quentin pour tous ces détails. Christine Dugouin-Clément, il faut, ce que je retiens des premiers échanges dans ce débat, c'est qu'il faut mieux cibler les missions, mieux cibler leur durée. On va pas pouvoir tout faire en même temps ? Il y a plusieurs choses en fait qui ont été dites et c'est ce que l'on retrouve déjà dans la revue nationale stratégique, donc, qui vient de sortir dans une version expurgée, parce qu'évidemment il y a des parties qui emmènent des enjeux de sécurité nationale, mais on a déjà cette version qui donne 10 objectifs stratégiques et dans ces objectifs stratégiques vous avez plusieurs choses. Donc il y a la capacité d'intervenir, donc ce qu'on appelle des opérations extérieures, donc hors du territoire. Il y a la capacité à défendre le territoire national, y compris contre des conflits pouvant être de haute intensité, donc comparable à ce que vit l'Ukraine à l'heure actuelle. Il y a évidemment le volet cyber, tout le côté hybride et la capacité à intervenir dans tous les terrains hybrides. Et là, il y a quand même quelque chose qui boucle avec la question de la loi de programmation. C'est qu'il y a plusieurs points, de tête ça doit être le 3, le 7 et le 10, qui parlent notamment d'une capacité de soutenir une économie stratégique, d'avoir une autonomie stratégique. Donc quand vous parliez de capacité d'armement, eh bien tout ça rentre dans ce domaine-là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut ensuite pouvoir travailler avec les industries de défense pour pouvoir les réorganiser, pour pouvoir être en capacité non seulement de produire du stock, mais si on devait arriver dans un conflit, de produire du flux, puisque là c'est bien ce que l'on voit. L'Ukraine, par exemple, qui est dans une contre-offensive que tout le monde admire et qui regagne du terrain, eh bien, est extrêmement dépendante donc, du matériel qui va lui être fourni. Alors on parle d'artillerie, on parle de système sol-air, donc qui va viser le système aérien russe. Donc on a tout ce volet-là. Et il y a un point qui est assez intéressant, où on voit des pivots qui sont faits, encore une fois, dans ces objectifs stratégiques, où on nous explique que, eh bien, on va faire un pivot, puisqu'on avait une armée pour de multiples raisons qui étaient conçues comme étant un corps beaucoup plus expéditionnaire. C'est-à-dire on va faire des opérations sur le territoire extérieur et pas sur des guerres de haute intensité, et qu'on visait pour avoir du matériel de très grosse technologie, potentiellement très cher, mais ne pas avoir énormément de pièces. Et là, on envisage la possibilité parfois de ne pas avoir que du matériel de très haute technicité, mais d'avoir plus de masse. Donc on est sur des sujets qui changent un petit peu, parce que finalement, il y a quelque chose qui a bougé, c'est la hiérarchisation des
des menaces. Ouais. Et donc, je vais vous redonner la parole, mais Gérard Longuet, ce que je retiens de ça, c'est que c'est un temps long dont on parle. C'est-à-dire, si on veut que les industries françaises, enfin peut-être que je me trompe, mais si on veut que les industries françaises se mettent en capacité de à la fois fournir un stock de munitions, mais éventuellement être en capacité de produire en urgence, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? C'est des choses que l'on peut faire relativement rapidement. Pourquoi ? Parce que nos industries d'armement exportent, ont des clients de nature extrêmement différente. Ouais. Et si nous avons en général... Mais ça, c'est un sujet sur lequel je vais revenir, parce que le président Macron a ouvert une porte intéressante. Je voudrais savoir ce qu'elle... Je ne sais pas exactement jusqu'où il veut aller. Pour la France, on demande le meilleur. On vend à d'autres des systèmes plus simples. Bon. Or, c'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Il a dit que les militaires ne nous demandent pas, ou plus exactement que les industriels ne nous vendent pas forcément ce qu'il y a de plus technique et de plus coûteux, mais ce qui est le plus utile. Il a utilisé une autre formule dont je ne comprends pas très bien le sens. Je vais essayer de l'illustrer. Une force d'équilibre. Ça veut dire que s'il y a un conflit proche de nous qui peut nous impacter, je vais vous prendre deux exemples simples. La Grèce et la Turquie. On n'est pas passé très loin du conflit armé il y a 1 an, 2 ans en mer Méditerranée orientale. La France a vendu des Rafales. On a en fait pris sur notre stock pour les vendre aux Grecs. Il n'est pas impensable qu'on ait pu être obligé d'être cette force d'équilibre, c'est-à-dire celle qui dit, en l'occurrence aux Turcs, les gars, calmez-vous parce que les Grecs ne sont pas seuls. Imaginez un seul instant, je fais pas du tout je fais de la fiction, mais que parmi 2 pays maghrébins, nous ayons des relations très conflictuelles et que l'un nous demande de l'aider, on ferait quoi ? Et là, on est dans ces conflits à haute intensité, c'est-à-dire qu'il y a des gros bataillons. Il ne s'agit plus de poursuivre, en effet, des djihadistes dans le désert. Il s'agit vraiment de gros bataillons avec des gens qui savent combattre. Et c'est ce que nous n'avons pas fait et ce que les États-Unis et l'Angleterre nous ont demandé de ne pas faire en Syrie. Les Russes l'ont fait. Mais l'aurions-nous fait avec nos moyens ? Je n'en suis pas aussi certain parce que, d'abord, la guerre, c'est épouvantable. Il faut quand même se rappeler une chose. Et on sait quand on commence et on ne sait pas comment on termine. Donc vous dites une force d'équilibre, c'est une force d'équilibre à définir et à comprendre. Ça mériterait d'être défini parce que si une force d'équilibre, ça consiste à dire il y a des conflits qui peuvent dégénérer. Soyons présents pour éviter qu'ils dégénèrent. Par exemple, la situation est très simple. L'Europe est protégée par les Ukrainiens aujourd'hui. Enfin, je parle de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire que les pays baltes et la Pologne, qui ont de bonnes raisons d'avoir de mauvais souvenirs de l'Union soviétique et donc de la Russie, alimentent, mais sans les États-Unis et sans la Grande-Bretagne, l'Ukraine ne pourrait pas tenir cette situation. Lorsque le président de la République parle d'armée d'équilibre, veut-il dire que dans un cas de ce type, nous aurions dû être au-delà des 3 ou 4% que nous représentons de l'aide et peut-être sans doute moins en Ukraine. Alors la guerre à haute intensité, justement, on va faire un focus sur cette question et je vous propose d'entendre une réaction, celle du général Vincent Desportes. La question c'est, serions-nous capables de nous défendre face à la Russie comme le fait l'Ukraine aujourd'hui ? Voilà sa réponse. Face à la Russie d'aujourd'hui, peut-être. Face à la Russie du 24 février, probablement pas. Nous n'avons pas été préparés pour cette guerre. La France n'a pas demandé à avoir cette armée-là. Mais nous devons avoir cette armée-là. Aujourd'hui, la France, pour être clair, pourrait tenir dans cette guerre un front de 80 km, alors que le front en fait 1300. L'Ukraine dépense en 1 semaine en artillerie ce que l'industrie française produit en 10 ans. On voit donc que nous ne sommes pas du tout au niveau où nous devons aller. Alors, vous n'êtes pas tous forcément d'accord avec le général Desportes. Qu'est-ce que vous pensez, Dominique Racan ? Mon camarade Vincent Desportes, sur les 80 km, permettez-moi de dire que c'est n'importe quoi. Les 80 km, c'est quoi ? Dans l'offensive, dans la flangarde, dans la manœuvre tardatrice, dans la manœuvre d'arrêt c'est des abacs qu'un colonel a lancé parce qu'il faisait des calculs comme ça. Des abacs, c'est quoi des abacs ? Des abacs, c'est on prend les mesures nécessaires. Quand je ne sais pas, j'assume, je pose la question. Bon, désordonné, derrière cette question que je trouve intéressante, c'est depuis des années, les soldats français sont présents au Sahel, par exemple. Est-ce que ce qu'ils font au Sahel depuis des années, ça les prépare à cette guerre de haute intensité dont on parle ? Pas complètement, mais un peu.
Les Césars ont été employés là-bas, les lance-roquettes multiples ont été employés là-bas, nos avions ont été employés là-bas, nos commandos ont été employés là-bas. Donc oui, un peu, les Scorpions, les véhicules Scorpions ont été déployés là-bas, ont été testés. Hein. Donc ça prépare. Simplement, sur le combat, pour revenir au 24 février, etc., l'armée française n'a jamais rêvé, j'allais dire, de combattre seule contre la Russie. Depuis tout le temps, c'est dans le cadre d'une alliance. J'étais officier opération du 2e corps d'armée dans les années 87-89, donc à l'époque du mur et de l'Empire soviétique. Hein. À l'époque, nous étions la réserve du groupe d'armées centre de l'OTAN. Et on a toujours travaillé là-dedans. Et aujourd'hui, quelles sont les hypothèses de travail ? La France fournit un PC de corps d'armée avec une division française et une division multinationale et les éléments de corps d'armée. C'est prévu comme ça, et ça a toujours été prévu comme ça. Donc si vous voulez, les gens qui vous disent « est-ce que la France est capable de combattre contre la Russie dans ce cas-là ?» On ne l'a jamais calculé comme ça. Jamais. Et on n'est pas en train de le calculer non plus. Bien sûr que non. C'est l'objet de ce débat. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, dans le cadre de l'OTAN, quelle est notre place et où allons-nous ? Et on voit bien qu'on l'a... Et on voit bien qu'on l'a rempli tout de suite, notre rôle. On était la force de réaction rapide de l'OTAN. On s'est déployé en quelques jours en Roumanie. Et on a déployé nos avions au-dessus de la Pologne. On a renforcé l'Estonie. C'est ça notre dispositif. Donc, si vous voulez, la France n'a pas de frontière commune avec la Russie. Donc, elle n'est pas dans le cas de l'Ukraine. Donc, c'est pas la peine d'inventer des scénarios qui n'existent pas. Elle est capable de participer à bon niveau. Et quand je dis à bon niveau, c'est quoi ? C'est numéro 2. Actuellement. Je parle des forces terrestres. Hein. C'est niveau 2, derrière les Américains. Et les Américains, avec lesquels nous travaillons, on se prépare avec eux dans le cadre de l'OTAN, en Pologne, en Roumanie et ailleurs. Avec quand même cette remarque, en 20 secondes, c'est que les États-Unis d'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, détiennent quand même les clés du fonctionnement de l'OTAN. Donc s'ils le souhaitent, nous le faisons. S'ils ne le souhaitent pas, les Européens ne sont pas forcément en mesure de le faire seuls. Mathieu. Est-ce que la question sur les munitions est intéressante, comme sur l'armement ? Est-ce qu'on est souverain de ce point de vue-là ? On sait qu'au moment de la crise Covid, on s'est dit il faut refabriquer du paracétamol, il faut refabriquer les masques. Vous avez raison. Est-ce que là, qu'est-ce qui se passe dans le détroit de Taïwan si ça chauffe ? On fait quoi, nous, Français ? Lorsque le président de la République dit « nous sommes une force d'équilibre », d'accord, mais où ? Et jusqu'où ? Et en termes de munitions, j'ai le souvenir que le FAMAS, qui était le fusil qu'on apprenait à monter et à démonter au service militaire, on ne l'a plus. Et c'est un fusil allemand. Voilà, bon, donc c'est allemand, mais j'ai dit. Non, mais est-ce qu'on a comme ça, délocalisé ? On revient à l'autonomie stratégique de l'Europe, de la défense de l'Europe. C'est un effort à faire. On ne l'a pas toujours. Je vous donne juste un élément. Le porte-avions. On est très fiers de l'autonomie, on a notre porte-avions. La catapulte, elle est américaine. Et la future sera américaine. Pourquoi ? Parce que la France a un porte-avions, les Américains en ont 12. Donc vous comprenez bien que pour avoir un élément comme ça, c'est là-bas qu'on va le prendre. Donc si vous voulez, il faut essayer d'avoir le plus d'éléments d'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir complètement de l'autonomie. Les lance-roquettes multiples dont je parlais à propos de l'utilisation qu'on en a fait au Sahel, et on sait... les HIMARS, comme on les appelle en Ukraine, comme ils sont importants, la France en a, c'est un matériel qui est dérivé d'un matériel américain. Mais il y a d'autres matériels qui sont totalement français, comme le César, comme le Leclerc, comme les véhicules Scorpion. Et Mathieu, juste une incise, les drones, par exemple. Alors, on est très en retard sur les drones. Combien de temps on est très en retard ? On n'arrête pas de dire on est en retard sur les drones. Oui, non, mais vous avez raison. Mais les drones, les drones tactiques aujourd'hui, c'est-à-dire les petits drones pour l'armée de terre, pour pas faire simple, de plus en plus, ça se développe et on a des drones français pour ça. Maintenant, les drones qu'on a utilisés, par exemple, au Sahel, sont des drones Reaper américains. Parce que le longue distance, longue durée, on a mis beaucoup de temps, les Européens, à se mettre d'accord et à pouvoir construire quelque chose ensemble. Et au départ, c'était Israéliens, Américains, en fait, qui étaient très en pointe. Allez, j'ouvre un nouveau chapitre dans ce débat sur la force nucléaire française. Quelle puissance et quelle responsabilité européenne, notamment, elle nous donne. Et je vous propose d'écouter le président de la République à Toulon aujourd'hui sur ce thème. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe.
le redire ici est nécessaire, tant les discussions sur ce sujet se sont banalisées, là où il faut garder la même sobriété dans la doctrine pour garder la même crédibilité. Mais gardons-nous d'oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos. Gérard Longuet, quelle place ça donne à la France, le fait d'avoir la dissuasion nucléaire dans l'Union européenne aujourd'hui ? Ça le donne au plan international et c'est consubstantiel à notre position de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est l'article 1. Deuxièmement, ça nous place sur le plan technologique, scientifique, de maîtrise des savoir-faire, dans une position d'excellence qui est reconnue par nos partenaires et qui tire l'ensemble de notre industrie d'armement vers le haut. Bon, une fois qu'on a dit ça, le problème de la dissuasion est d'une grande simplicité. C'est que pour que ça marche, il ne faut pas s'en servir. D'accord. Et la question, c'est est-ce que ça nous protège d'une guerre à haute intensité, puisque c'est l'une des... Ça nous protège. Alors, c'est justement le concept d'intérêt vital. Ouais. Profondément, et il y a des présidents de la République qui sont exprimés dessus, pas toujours heureusement, sur le thème un intérêt vital, c'est quoi ? Et ce qui apparaît dans le sens commun, c'est pas défini. Dans le sens commun, c'est que si le territoire français est menacé d'une submersion totale, la réponse est oui, notre intérêt vital, et là, la dissuasion devient crédible. Si on considère comme intérêt vital la situation de l'Allemagne, pour reprendre le cas que vous évoquiez dans le... Pourquoi l'Allemagne a une attitude assez réservée vis-à-vis du nucléaire en général ? Il y a des raisons historiques, je ne reviens pas. Il y a surtout le fait qu'en cas de conflit, ils avaient vocation à être le lieu où on testait la nécessité d'utiliser ou non la dissuasion française, ce qui n'est pas très confortable. Quand vous dites à un allié... Eh bien, nous, on va te protéger, surtout si tu es entièrement détruit. Oui, c'est ça. Alors, il préférait qu'on commence avant. Et à ce moment-là, son voisin, le Polonais en l'occurrence, va dire, non mais attendez, la protection française pour l'Allemagne, c'est bien, mais nous, c'est quoi ? Et quand on va dire aux Français, oui, non mais attendez, vous comprenez, sur la Pologne, je ne sais pas moi, en Ruthénie, sur Carpathie, il y a une invasion, il faut intervenir, mourir pour Danzig. Je veux dire, là, ça commence à poser un problème. C'est la raison pour laquelle, en matière de dissuasion, je crois qu'il faut rendre hommage à la technologie, l'emploi. Vous avez peut-être travaillé sur ces sujets. L'emploi m'a toujours posé un problème et c'est pourquoi je pense que on n'a pas intérêt à sortir du concept un peu d'intérêt vital. Ouais. Pas le préciser. Oui, Christine Dugouin-Clément, c'est aussi une autre leçon de cette guerre en Ukraine. Alors ça va bien au-delà de la dissuasion française, mais c'est les sites nucléaires civils qui ont été ciblés par l'armée russe. Il y a eu des armes entreposées, c'est ça, dans certains de ces sites. C'est rentré dans la stratégie, même si c'est évidemment contraire à une violation du droit international, c'est rentré dans la stratégie russe ? Alors en fait, ce qu'il y a eu, c'est que la centrale donc civile de Zaporijjia a été rapidement passée sous contrôle russe et que effectivement il a été vérifié que elle avait fait l'objet de stockage d'armes, donc ce qui effectivement est contraire au droit. Et elle a aussi été utilisée comme étant un moyen de dissuasion en disant attention, si cette centrale est détruite, nous aurons des conséquences, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette guerre qui se déroule à l'heure actuelle en Ukraine, on parle beaucoup de conflits de type hybride, c'est-à-dire qui mobiliserait tout le spectre de la conflictualité et pas uniquement le spectre militaire. Donc on parle beaucoup du cyber, de l'informationnel, mais on pourrait aussi parler de l'économique, du cadre légal, donc ce qu'on appelle le lawfare en anglais, tout ce spectre. Et ce que l'on a vu, donc vous le disiez, c'est une utilisation d'empreintes civile. Alors, les Ukrainiens ont parlé d'une utilisation terroriste, quasiment, puisqu'on fait preuve de terreur au cas où, pour aller sur ce conflit. Mais il y a une grande leçon qui a été tirée, je pense, de ces premiers mois de la guerre, c'est que finalement, l'Ukraine, dont on admire la résistance, a pu le faire aussi parce qu'elle avait une population, une société civile qui était extrêmement active et qui s'est impliquée. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que quand vous êtes sur des champs de conflictualité qui ne sont pas uniquement militaires, eh bien, vous allez devoir
pouvoir et compter pas uniquement sur des militaires. On parle beaucoup de l'IT Army, par exemple, qui a été cet appel aux volontaires mené par le gouvernement de Kiev pour que des gens avec des compétences digitales viennent combattre. Bon, on a eu beaucoup d'autres choses qui ont été mises en œuvre et qui ont été mises en place. Et ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que donc dans cette revue nationale de sécurité, ce premier jet, eh bien on en parle. C'est-à-dire qu'on parle de tout ce qui est la résilience de la nation et d'essayer de renforcer cette espèce de lien, alors dont on parle depuis très longtemps, État-nation, mais qu'il y ait une prise de conscience, armée-nation, excusez-moi, pour que l'on arrive à avoir cet esprit de résilience et de capacité de réaction. Alors, donc on parle d'augmenter la réserve, on parle de plusieurs choses, mais je pense que ça fait partie des choses dont on s'est aperçu avec l'Ukraine. Mais ça, je trouve ça passionnant, parce que effectivement, c'est le terme de résilience qu'on met derrière cette idée, sauf qu'on en est tellement loin, quoi. C'est-à-dire que la guerre, c'était avant ou c'était ailleurs, vous voyez, dans l'état d'esprit de ma génération et de beaucoup d'autres. Alors je crois qu'on n'en est pas si loin que ça. Il faut arrêter de s'auto-flageller et de dire que les Français ne sont pas de bons citoyens, ne défendront pas leur pays, etc. Je dis que c'est un état d'esprit. Il va falloir faire une petite révolution. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, la guerre en Ukraine nous révèle quelque chose. C'est que Bernanos, pendant la guerre de 14, disait pourvu que le derrière tienne, en parlant de l'arrière. Bon, et bien là, on voit que la société ukrainienne tient le coup. Et dans cet aspect résilience, permettez-moi de citer un cas, le service national universel. Les jeunes, on a des jeunes fantastiques en France, mais qu'est-ce que je peux faire s'il y a la guerre ? Si je suis pas soldat, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a plein de cas. Il y a les pompiers, il y a la Croix-Rouge, il y a etc. Et puis il y a les réserves, comme vous le soulignez, l'armée, la police, la gendarmerie. Et il faut organiser tout ça. Or, pour l'instant, ça reste à améliorer. Et donc, c'est cette résilience qu'il faut fortifier en donnant des voix à la jeunesse pour leur dire voilà ce que vous pourriez faire si votre pays était là en difficulté. Pas forcément la guerre, catastrophe naturelle également. Vous voyez ? Pourquoi pas rétablir le service militaire, du coup ? Parce que le service militaire, c'est militaire, comme on le dit. Ça veut dire que le but, c'est de porter les armes et de défendre la frontière avec les armes. Si les menaces changent, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur cette décision ? Écoutez, moi, j'ai toujours commandé des appelés, hein, donc on ne peut pas me reprocher. J'ai adoré commander des appelés. Mais j'étais aussi dans l'armée anglaise, armée professionnelle. Et ceci n'a rien à voir. Et aujourd'hui, notre armée professionnelle n'a rien à voir avec l'armée d'appelés qui était, je rappelle, à l'époque, les soviétiques étaient à une étape du Tour de France de Paris. C'est plus le cas. Maintenant, ils sont quand même assez loin. Et donc, nos forces, elles mènent ce qu'on appelle le combat de l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de choses à faire pendant que les forces combattent à l'avant. C'est ce qu'on voit, Christine Houin-Clément, en ce moment en Ukraine. C'est par exemple la mobilisation sur les sites électriques qui sont détruits par les frappes russes. Là, ce sont des civils qui sont à l'œuvre. Alors voilà, ça fait partie de choses qui ont pu être mises en œuvre. Et ce qu'il y a, à mon avis, et là où ça pose un véritable sujet, c'est comment est-ce que stratégiquement on intégrerait une action coordonnée beaucoup plus large et pas uniquement avec finalement des forces militaires qui sont habituées à travailler de cette façon-là. Et c'est un des gros sujets que l'on voit notamment avec l'IT Army, mais aussi avec ce que l'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, c'est-à-dire des gens qui vont vérifier des informations, parfois à titre bénévole ou volontaire, en allant regarder tout ce qui est disponible, notamment en termes d'images sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est comment est-ce que l'on peut arriver à coordonner le besoin, la réponse, et tout en gardant de la confidentialité, une stratégie globale. Donc ça pose aussi des questions de gouvernance globale. Et il y a énormément de leçons à tirer de ce conflit qui se déroule en Ukraine et qui est encore loin d'être fini. Oui. Gérard Longuet, Mathieu disait rétablir le service militaire. Il y a la question de l'armée de réserve aussi. Est-ce qu'il faut la renforcer sur quel pied faut-il danser en quelque sorte ? Spontanément, moi j'étais hostile à l'idée la décision du président Chirac de supprimer le service militaire. Ensuite, j'ai réfléchi et lorsque j'ai été nommé ministre de la Défense, cette réflexion a été vraiment complétée par l'observation de la réalité. C'est que depuis 91, c'est-à-dire la dissolution de l'Union soviétique, l'idée d'un combat pour défendre le territoire situé à une étape du Tour de France de Strasbourg est une idée qui a disparu.
ne faut pas se raconter l'histoire. Si à une élection de 2002, il y a eu des tas de présidentielles depuis 91, quelqu'un avait dit non, mais il faut pouvoir défendre le territoire contre un danger russe, on l'aurait regardé comme un fou. Oui, mais est-ce qu'on le regarderait toujours comme un fou aujourd'hui, quoi ? Or, le service militaire n'a de sens que si les gens vont en effet combattre. Parce que l'armée, en général, est plus compétent que je ne le suis, je ne le saurai jamais. Mais l'armée, c'est une discipline qui a du sens parce qu'il y a un risque, c'est le combat. S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de perspective de combat, c'est une discipline qui est assez rapidement insupportable, surtout dans la mentalité de la population française aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est garder une culture militaire. Et ça, les réserves, c'est très, très important. Les traditions militaires. Moi, j'étais très traditionnaliste de ce point de vue comme ministre parce qu'il y a plusieurs façons de combattre et il y a des histoires militaires. Il faut les garder, il faut les préserver pour justement créer ces comportements. En revanche, et là où j'attends beaucoup du président de la République, c'est qu'il nous dise vers ce qu'il entend par pays de puissance d'équilibre. Jusqu'où ? Avec qui ? Est-ce que c'est dans le cadre de l'OTAN systématiquement ? Mais si je reprends cet exemple de la Grèce et de la Turquie, ce sont 2 pays de l'OTAN. On fait quoi ? Avec qui ? Et comment discute-t-on ? Or, on a parlé d'influence. On semble découvrir que la guerre n'est jamais que la prolongation de la politique par d'autres moyens. Ça veut dire que c'est toujours politique, une guerre. Vous savez, ce qui a le plus détruit la résistance française entre septembre 1939 et juin 1940, c'est Ferdonnet. Enfin, la radio de Stuttgart, où un journaliste français parlait en français aux militaires français pour leur dire ce qui se passait dans leur régiment. Mais il le disait de Stuttgart. Ça a toujours existé. On semble découvrir aujourd'hui, les moyens sont plus importants, l'intelligence artificielle, le numérique, Internet et ainsi de suite. Mais il n'y a pas... Engager une guerre, c'est très dangereux. Conduire une guerre, c'est très difficile. S'il n'y a pas de projet politique, ça n'a pas de sens. Quand Clémenceau a été nommé en novembre 17, il a dit « Mon programme, c'est la guerre, la guerre, la guerre ». Bon, là, au moins, c'est clair. Quand Daladier était chef de gouvernement en septembre 1939, c'est « Allez, je mobilise, mais c'est pas la guerre ». Bon, moyennant quoi, plus personne ne comprenait rien. La vocation politique précède le combat des armées. Je reviens à la question de l'armée de réserve. Une question de Béotien, c'est combien de personnes aujourd'hui qui est concernée ? Alors aujourd'hui, je crois que le chiffre est de 40 000 pour l'armée, les armées. Alors, plus la gendarmerie. Oui, il y a la gendarmerie, il y a la police aussi même. Absolument. Mais ces effectifs ont été augmentés, doublés. C'était 20 000, c'est passé à 40 000. Alors c'est extrêmement important. Ce qui est de frappant, ce qui me frappe moi, c'est le volontariat. Exact. C'est qu'on n'a aucun problème. Et on est un des rares pays d'Europe. Alors je ne parle pas des pays qui se mobilisent maintenant parce qu'il y a la guerre. Mais globalement, pour avoir... L'armée allemande, par exemple, a beaucoup de mal à recruter. L'armée britannique a des difficultés pour recruter. Les bataillons sont à 80%. Quand on a créé l'armée de métier, on avait 2 candidats pour un poste. Aujourd'hui, c'est 1 pour 1. Oui, mais on arrive à recruter. Et donc, si vous voulez, la réserve est nécessaire pour des tas de tâches. Et pour compléter, je donnerai un exemple qui est un mauvais exemple. C'est actuellement la Russie qui mobilise sans avoir rien préparé. Les 300 000 soldats qui sont mobilisés sont des fiches, c'est tout. Et donc, c'est une catastrophe. Donc tout ça, ça se prépare. Et c'est dans cet esprit-là qu'on monte la réserve. Je voudrais terminer, on l'a beaucoup évoqué avec vous, Christine Houin-Clément, sur cette cyberdéfense. Elle a commencé bien avant le déclenchement de la guerre, bien avant le 24 février. Elle continue depuis, c'est-à-dire qu'il y a une cyberguerre en cours dont on parle très peu, mais qui continue ? Alors, il y en a une. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, à parler de guerre hybride, on avait quasiment fini par oublier que la guerre pouvait être aussi cinétique et faite de moyens d'artillerie, etc. La confrontation qu'on a eue dans le cyberespace, puisque le cyberespace est un espace de confrontation, a démarré avant, donc le 24 février, le lancement de cette opération militaire maximaliste par la Russie, par différents types d'attaques, et on en a encore qui sont en cours.
de différentes manières. On a beaucoup de déni de service, c'est-à-dire vous allez saturer un site internet jusqu'à ce qu'il tombe, du défacement, vous allez remplacer l'image d'un site par un autre, ce qu'on appelle du hack and leak, c'est-à-dire voler de la donnée et potentiellement la faire fuiter ou la garder pour vous au choix. Et on a eu des petits derniers qu'on appelle des wipers, qui sont en gros des logiciels qui sont de la famille des rançongiciels, les fameux qui avaient attaqué les hôpitaux, sauf que, eh bien, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils détruisent les données et ne demandent pas de rançon. Et les premiers qui sont apparus en Ukraine, eh bien, c'était un petit peu, si vous me permettez, le Canada Dry du rançongiciel, c'est-à-dire qu'ils en avaient tous les aspects, sauf que quand vous vouliez payer, eh bien, vous n'aviez pas la capacité de payer. Pour le dire clairement, il n'y avait pas ce qu'on appelle les wallets, donc ces espèces de portefeuilles électroniques qui permettaient de payer en crypto-monnaie. Donc, il y a eu énormément de choses qui sont apparues, avec, à côté de ça, eh bien, une Ukraine, et ça, faut pas l'oublier, qui est en guerre, notamment dans cet espace de conflictualité depuis 2014, donc depuis 8 ans, donc il y avait quand même eu le temps de se préparer, avec les Américains qui alertent, et qui alertent aussi la société civile, donc les centres de réaction et aussi les sociétés de cybersécurité en disant attention, la conflictualité monte. Rappelez-vous des cyberattaques de 2017, WannaCry, NotPetya. Donc il faut se préparer. Donc il y a eu toute une préparation en amont qui a peut-être limité, mais il faut être un peu prudent parce qu'il peut y avoir des attaques cyber qui ont été ce qu'on appelle noyées dans le bruit et dont on ne verra peut-être les effets que plus tard. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce débat, Gérard Longuet. C'est que la guerre avait commencé avant le 24 février. Oui. Et que s'il y a une armée ukrainienne, c'est parce qu'elle combat à tort ou à raison, parce qu'il y a les accords de Minsk, mais elle combat depuis 8 ans sur le Donbass. Merci beaucoup encore une fois à tous et à bientôt dans ce Sens Public.